Damien de Save My Smartphone. Parfait. Business très concret, vous comprenez tout de suite de quoi ça parle. On va réparer les smartphones. Et ce qui est intéressant avec la démarche de Damien, c'est que lui, il part du monde réel pour aller vers le monde digital. Et pas l'inverse, en fait. Donc, Damien, moi, c'est la première fois vraiment que je vais écouter ton histoire aussi, parce que je la connais pas bien. Je sais que dans mon équipe, en tout cas, quasiment la moitié des gens ont dû faire appel à ton service. On a tous des smartphones et on a tous pété au moins une fois notre smartphone. Donc déjà, vous voyez, la taille de marché, le problème, il est gros. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La compétition doit être rude. Ah, elle est hard, ouais. Et après, c'est est-ce que la compétition, elle est vraiment online? Et pour l'instant, on a plus l'impression que ça, c'est des trucs de boui-boui dans le 19e que des trucs scalables online. Alors raconte-nous tout. Déjà, t'as quel âge et comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai 23 ans. Donc j'ai fait des études d'école de commerce, ce qui fait que je suis officiellement pas encore diplômé. Je serai diplômé en mars de l'année prochaine. Et donc j'ai monté cette boîte en même temps que mes études en parallèle. Et donc je vais pouvoir Qu'est-ce qui t'a amené à monter ça? Alors moi j'ai toujours été super actif dans mon école de commerce. C'était quoi ton école? J'étais à l'EBS dans le 16e. European Business School, c'est la même que Monsieur Grandjean. C'est la même que Monsieur Grandjean. Celui qui a fait Vente Privée. Le fondateur de venteprivée.com, tout à fait. C'est une école post-bac. Donc c'est une école post-bac en 5 ans, bon, c'est pas l'ESSEC, etc. Mais c'est quand même très complet comme cours. On y a aussi bien des cours, on y enseigne de la finance, de la compta, du marketing, de la com, du droit. Enfin, c'est quand même très complet et je pense vraiment que j'aurais pas pu me lancer comme ça ou du moins à cette vitesse sans avoir ce background. Vraiment, ça c'est un truc, ouais. C'est juste une petite remarque comme ça. Souvent en fait, je vois que les gens qui ont fait des écoles de commerce post-bac sont des gens beaucoup plus hands-on que ceux qui vont faire prépa, HEC, ESSEC, ESCP et toutes les grandes écoles qui vont plutôt eux devenir des managers. C'est-à-dire que ils veulent passer directement et brûler les cases de la prépa, ceux qui font du post-bac. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué. Vrai, ouais. J'ai plein de gens de post-bac dans l'équipe de Family et c'est souvent ça. Je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand tu as fait HEC, le salaire moyen à la sortie, c'est 45K, quoi, ce qui est plutôt confortable pour un mec de 23-24 ans. Et c'est pas le cas quand tu redescends en rang dans les écoles, notamment quand tu rentres dans les post-bac ou le BS. Moi, je pense que tout le monde connaît pas le BS alors que tout le monde connaît HEC. Pour les recruteurs, c'est exactement pareil. Et je pense que du coup, tu as le challenge de te dire je suis pas confortable, mon embauche va être compliquée. Et moi, je sais que ça m'a un petit peu névrosé, je pense, dans la première partie de mes études, de me dire ok, bon, là, je fais mon école, je m'amuse, blablabla, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et j'ai toujours eu ce challenge, et je pense que j'aurais peut-être pas monté ma boîte, j'en sais rien, si j'avais fait une très grande école. Du moins, tu as le confort de te dire quoi qu'il, je sors de l'école, je suis embauché, j'ai un bon salaire. Donc toi, tu avais la lanterne de te dire faut que je fasse quelque chose qui me ramène de l'argent. Quelque chose qui me ramène de l'argent, exactement. Ouais. Donc j'ai toujours été super actif dans mon école, donc j'étais président du BDE, donc les fêtes, les voyages, tout ça. Donc c'était sympa. Alors juste le BDE dans mon école, c'était un truc assez énorme, parce qu'en fait le BDE s'occupait de toutes les associations de l'école, donc la moindre association photo, sport, voyage. Le BDE, c'est le bureau des élèves. Ouais. Et en fait, c'est une association qu'on a clôturée à 800 000 € de budget en un an. Donc en fait, c'est comme si on gérait une bonne boîte en fait. Donc avec des règles en moins, enfin bon, il n'y a pas toutes les règles RH, etc. Mais on a quand même une équipe, on était une équipe de 30 personnes, on est élu, il y a une campagne, il y a des enjeux, on est suivi par l'administration. Enfin c'était quand même moi ça a été clairement mon tremplin vers l'entrepreneuriat. Donc ça c'est une expérience qu'on a en deuxième année, donc on est président du BDE en deuxième année. La troisième année se passe totalement à l'étranger. Et en fait, je me suis clairement fait chier en troisième année. T'as été où? J'ai fait Shanghai, Madrid et New York. Comment on peut se faire chier dans 3 destinations de dingue comme ça? Si tu vas pas beaucoup en cours, au final, il faut que tu trouves des choses à faire. Et puis comme... moi, je suivais mes cours. En deuxième année, je suivais mes cours, donc 25 heures de cours par semaine, plus tu gères 7 assos. Moi, en plus, je bossais en boîte de nuit 3 soirs par semaine, donc au final, j'avais un emploi du temps de folie et j'adore ça.
Et j'adorais ça. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé, t'arrives dans une ville que tu connais pas, t'as pas forcément énormément de potes, t'as 15 heures de cours par semaine dans ton université partenaire. Au final, il faut que tu trouves des choses à faire. Puis si tu trouves pas un job comme ça à Shanghai, à New York. Donc voilà, j'ai bossé un peu en club à Shanghai, mais voilà. Et donc je suis rentré de l'étranger et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, donc il faut que je monte une boîte. Ça a été assez rapide en fait. En fait, je pense que ce qui fait aussi que les gens dans les écoles post-bac sont plus dans l'entrepreneuriat que dans les écoles après prépa, je pense que c'est aussi le format des cours. Et en fait, moi pendant ma 4e et ma 5e année, on avait cours que des demi-journées. Ça fait qu'en fait ça te laisse la possibilité d'avoir une autre activité pendant la moitié de la journée. C'est quand même pas négligeable. Ouais, c'est un peu le format comme si tu étais en alternance, quoi. Ouais. Okay. Sauf que t'es pas obligé d'avoir une entreprise, donc tout le monde avait un job, tout le monde avait un side job, ou voilà. Donc moi j'ai monté une boîte. Donc t'es à Shanghai quand t'as l'idée? Non, pas du tout. Tout le monde me dit ça, mais pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, en 4e année, je rentre à Paris, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme boîte. Alors, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Save My Computer. Et je faisais de l'assistance informatique à domicile, basée sur le service à la personne, blablabla, super intéressant fiscalement, TVA à 5,5, déductible de 50% des impôts, sur un modèle, en gros, donc moi j'avais créé une SAS et j'avais des auto-entrepreneurs qui bossaient pour moi, donc j'avais un tissu d'auto-entrepreneurs, moi je m'occupais de la com et je mettais en relation. Et t'avais une appétence à la base pour la réparation des trucs ou pas? Alors, pas hardware. Mais j'ai toujours été assez débrouillard de nature. Je suis pas un crack en informatique. Le HTML, je sais même pas ce que c'est. Non, je rigole, mais enfin, je suis pas du tout dev. Je suis pas du tout. Mais par contre, j'ai toujours été assez débrouillard. Quand j'ai eu un problème sur un ordinateur, j'ai toujours su me débrouiller. Et du coup, rapidement, je suis la personne dans la famille qu'on vient tout le temps voir quand on a des problèmes d'ordi, etc. Et donc, en fait, je me suis lancé là-dedans. Je trouvais que c'était facile d'avoir des clients. Enfin, je pense que c'est aussi encourageant de monter tout de suite une boîte où tu peux trouver un client. Où tu vois, globalement, tu as tout de suite un souscripteur, tu as un problème avec ton ordinateur, tiens, tu me donnes 50 balles, je fais déjà rentrer du CA. Je pense que c'est assez encourageant aussi de monter une boîte où tout de suite tu peux faire rentrer des sous. Tout de suite tu peux avoir des clients. Et en tout cas, moi, je pense que je cherchais en tout cas une boîte où je pouvais tout de suite me faire des sous. Et donc, en 4e année, je faisais ça la moitié du temps. Bon. Après, j'ai monté la boîte vraiment à la va-vite en rentrant de l'étranger. Donc tes clients, excuse-moi, dans Save My Computer, c'est ta famille et tes potes d'école? Ouais, surtout des personnes âgées. Surtout des personnes âgées. Alors, donc mon cercle, oui, mes potes qui avaient des problèmes avec leurs ordinateurs, la famille, bon, après tu factures comme tu veux la famille, tu vois. Mais clairement, le marché des seniors, c'est évident, quoi. C'est eux qui ont le plus de problèmes. Ouais, c'est eux qui ont le plus de problèmes et qui du moins n'ont pas de gens autour d'eux pour pouvoir les débloquer facilement. Ouais. Marché pourri en fait. Marché pourri? Ouais, c'était nul. Pourquoi? C'était nul parce qu'en fait l'informatique aujourd'hui, plus personne, alors sauf l'ordinateur pour travailler. En ordinateur perso, les gens ont de moins en moins d'ordinateurs perso et les prix ont complètement chuté. Ce qui fait que tu dépenses de moins en moins d'argent pour le réparer, pour te débloquer, etc. Alors que tu es capable de dépenser des fortunes dans un smartphone qui vaut aujourd'hui 2 fois le prix d'un PC, quoi. Tu vas à la Fnac, tu as des PC portables à 300 €, 400 €, et c'est ce que les gens achètent pour leurs besoins à eux en fait. Ouais. Mais ils ont toujours des problèmes sur leur computer. Ouais, ils ont toujours des problèmes, mais alors premièrement, c'est un marché qui existe depuis très longtemps, donc tu as déjà beaucoup de grands acteurs. Tu as plein de concurrence. Et donc tu avais une concurrence qui était un petit peu hard, et puis c'est un marché mourant, l'informatique domestique, enfin en tout cas ordinateur de bureau ou laptop, quoi. Il n'y a que nous qui avons des laptops, des Mac, etc. Mais on n'est pas représentatif. Avoir des Mac à 1500 €, à être tout le temps sur nos ordis, on n'est pas représentatif en fait. Ouais. La plupart des gens, ils ont un job. C'est un job normal. Et c'est par l'entreprise que ça passe. Ils font un peu de surf et finalement une tablette ça suffit, un smartphone ça suffit et ils ont de moins en moins l'utilisation d'ordinateur. Ouais. Donc voilà, en gros j'ai bossé dessus pendant 3 mois et puis en fait j'ai eu des demandes sur les smartphones. Et donc je me suis intéressé au marché des smartphones. Et donc à ce moment-là, j'ai switché. Voilà, j'ai fait une brève étude de marché. Je me suis dit donc il y a vraiment un truc à faire sur le marché des smartphones. Et j'ai switché de Save My Computer à Save My Smartphone en septembre 2012. Donc j'étais en 4e année, premier semestre de ma 4e année. Donc moi j'étais rentré en avril, 3 mois, septembre. T'es tout seul toujours? Donc tout seul, toujours. Je monte ma boîte, même délire. Les auto-entrepreneurs qui intervenaient directement à domicile. Donc là, un petit peu plus hardware sur les réparations d'écran, etc. Tout le monde peut trouver des tutos online pour réparer les trucs les plus basiques. C'est assez simple. Et tu les formes, les mecs, ou tu vas chercher déjà des professionnels? Non, je vais chercher des mecs. Alors, j'allais chercher des mecs qui mettaient des annonces sur Le Bon Coin pour dire qu'ils réparaient les téléphones.
Et à ce moment-là, je les appelais et je leur disais, bon bah voilà, ton prix c'est 70, si je t'en donne 10 par mois, tu me le descends à 50 et moi je me fais la marge. Enfin, un truc de base. C'est-à-dire que tu leur promets plus de clients et Ouais. voilà. Et je me suis dit que c'était compliqué parce que il y avait plusieurs barrières, plein de barrières en fait. La première, c'était que le technicien était en direct en relation avec le client. Donc, Du plus coup, besoin de toi. il me le volait tout de suite, instantanément. Voire même, parfois, il me disait l'intervention a été annulée, alors que... ouais, mais... ok, right. Ouais, tu peux rien faire. Rien. Donc, il y avait beaucoup de barrières. Et puis, je me suis dit que si je voulais faire du volume, au lieu d'aller chez les gens, il fallait que les gens viennent chez moi. Et que j'ai un salarié, etc. C'est là que je pouvais faire le plus de marge. Donc je vais faire un petit BP, comme on en fait en école de commerce, assez simple, plus, moins. Et puis je me suis dit, ok, il faut monter une boutique. Donc là, je suis en octobre-novembre 2012, toujours. Donc la démarche est allée assez vite. Donc je vais voir mes parents pour leur dire, il faut que j'ouvre une boutique. Moi, je suis en 4e année d'école de commerce. Au début de ma 4e année d'école de commerce, mes parents, qui en plus ne sont pas fortunés, m'ont dit, t'es gentil, d'abord tu termines tes études. Et après, bah ouais, si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci, on t'aidera. Ok. Ben moi, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les 3 rich kids que j'avais autour de moi. Donc j'avais 3-4 potes. Premier en liste, Romain Peugeot, petit-fils de la famille Peugeot. Donc le mec roule en Porsche, la Ferrari c'est pour le week-end, blablabla. Et donc je lui dis, mec, j'ai une idée de business, est-ce que ça t'intéresse, truc. Il m'a dit, ouais, viens à la maison. Donc je viens à la maison, je prends une bouteille de champagne, ouais, poteau, on va faire une boîte, blablabla. Donc je lui vends le truc. Je lui dis, en gros, il faut monter une boutique, on va prendre un truc pas forcément super bien placé, avec un peu de com. Quand tu dis on là, tu l'intègres comment celui-là? Parce que tu l'intègres comme un cofondateur ou comme un investisseur? Non, je l'intègre vraiment comme un investisseur. Depuis le début, il me dit que lui veut pas du tout gérer l'opérationnel. Il met des fonds, il me lance mon truc et il espère un cash out. Donc tu lui demandes combien? Donc je lui demande 50 000 euros. 50 000 euros. Ouais. T'as besoin de combien pour ton affaire là? Bah 50 000 euros en fait. C'est ça? C'est tout? Ouais, 50 000 euros, ça laissait 15K de BFR pour pouvoir tout de suite embaucher un mec, parce que moi en fait je pouvais pas la gérer la boutique. Et combien elle coûte la boutique? Bah, la boutique, j'ai pris un bail à l'américaine, comme il s'en fait beaucoup en ce moment. En fait, toutes les boutiques en ce moment sont fermées, donc le marché des commerces, des beaux commerciaux type petite boutique est spécial en ce moment. Donc du coup, on peut accéder à des pas de porte, on peut accéder à des boutiques sans pas de porte, avec un loyer un peu plus haut. Et c'est ce qu'on a fait. C'était combien le loyer? Là, on a un loyer à 1150 dans une rue qui est la rue Duret, qui est en plein 16e, entre la porte Maillot et la porte Dauphine, qui est une rue clairement à l'abri du commerce, il n'y a pas de flux. Mais en tout cas, c'est un point où on peut réparer des téléphones. Ouais, tout à fait. Donc j'ai lancé le truc. Pourquoi tu as choisi le 16e? Parce que mon école était porte d'Auteuil. Ah oui, d'accord. Du coup, si je choisissais un truc à l'autre bout de Paris, c'était un peu galère. Puis moi, finalement, comme mon école est dans le 16, j'ai un peu grandi autour du 16. Je me suis dit, ça va être plus simple aussi pour faire ma com, parce que si j'ouvre un truc à Gennevilliers, c'est ton réseau. Pas de. Ouais, okay. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Gennevilliers. Bon. Et donc, il me fait un chèque en un mois. Ouais. Le temps de trouver le local, de faire les travaux, il se passe 3 mois, signer, truc. Et donc on arrive en février 2013, qui est la date d'immatriculation. Donc j'ai refait une nouvelle boîte et c'est la date d'immatriculation de la nouvelle boîte donc, qui s'appelle Save My Smartphone. Donc là j'ouvre une boutique. Donc j'avais trouvé un gars qui faisait qui était un compte, qui était un mec qui faisait qui faisait des réparations en auto-entrepreneur pour moi. Qui devait avoir 5% de la boîte et qui devait être salarié de la structure. Il me laisse tomber la veille de l'ouverture de la boutique. Je sais pas, il sent pas le truc. Il voulait rester en auto-entrepreneur, il fait ses petits calculs. En gros, le mec il me dit je gagne 500 euros de plus de mon côté. Moi je pouvais pas m'engager avec un gros salaire dès le début, j'avais pas de cash, j'avais rien. Donc le mec me laisse tomber la veille. Et je pense que ça c'est important. Tant mieux. Peut-être que je peux faire des petites accroches comme ça pendant que je raconte mon histoire, mais je pense que ça c'est hyper important. C'est de se dire qu'on n'est jamais bloqué. Il y a des trucs sur le papier parfois qui sont insensés, qui sont avec des barrières incroyables. Et l'entrepreneuriat, l'entrepreneur du moins, doit toujours avoir en tête qu'il y a toujours des solutions. Toujours. Donc à ce moment-là, j'ai même pas paniqué et je me suis dit il y a des solutions et j'ai commencé un recrutement. Voilà.
Bon, j'aurais pu stresser, j'ai mon pote qui m'a foutu 40K sur la table, je suis en cours, je peux pas gérer ma boutique, comment je fais pour l'ouvrir? Et je pense qu'il faut toujours se dire qu'il y a des solutions pour tout. Jamais se démoraliser pour un event qui vient massacrer le modèle. Il faut toujours se dire qu'il y a une solution pour tout. Donc j'ai commencé un recrutement, donc j'ai recruté 2 gars. Moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. C'est-à-dire je me suis fait avoir sur les travaux, mon recrutement dès le début était mauvais, les mecs m'ont tiré dans la caisse, je comprenais rien à la logique des fournisseurs. J'ai fait toutes les erreurs, donc ce qui fait que j'ai cramé les 15 assez vite en fait. Donc du coup j'ai vraiment bataillé dans la communication pour faire venir le maximum de monde. Et je m'en suis sorti, enfin bon évidemment j'avais pas de salaire, mais en tout cas les comptes étaient à peu près équilibrés. Assez rapidement en fait, donc février, mars, avril, mai, voilà, avril-mai j'étais rentable en fait déjà. Avec la boutique. Avec la boutique, donc j'avais un salarié et demi, un effectif et demi, et moi j'étais en cours à côté. J'avais une démarche assez école de commerce, donc différenciation par rapport au marché, nouvelles propositions, avec des propositions de valeur un peu différenciantes. Donc voilà, le marché, hein, c'est des petits oui-oui du 19e, soit l'Apple Store qui vous arrache la tête à coup d'échange standard qui vaut à peu près la moitié du prix de l'appareil, ou même pour les autres environnements, là c'est encore pire. Nokia, il faut les envoyer, ça dure 3 semaines, ils vous prennent 150 € juste pour regarder votre téléphone. Enfin bon, c'est un marché qui est spécial. Et donc on est venu en se disant quelle est la meilleure offre qu'on peut proposer à nos clients. Donc d'abord une offre avec des factures, ça paraît débile, mais on en était là sur ce marché. Une offre en express, l'idée c'est que tu puisses venir avec ton téléphone et qu'on ne le garde pas, que tu puisses tout de suite repartir avec. Donc une offre en 20 minutes, une réparation en 20 minutes, des prix concurrentiels, une transparence totale. Donc déjà on répare le téléphone devant toi. Donc ça va pas derrière un rideau, tu sais pas ce qui se passe sur ton téléphone. Donc on répare directement devant toi. Une offre très propre, un marketing un peu spécifique. Save my smartphone, on s'est pas appelé SOS GSM, enfin tout ce que tu peux voir à Barbès, etc. Et en fait, le fait d'avoir créé un produit un peu propre comme ça, d'avoir travaillé assez proprement, nous a ramené un compte pro qu'on n'avait pas du tout vu à la base. Moi, j'avais pas du tout vu le marché B2B. Et on a été appelé par Altran, donc la SS2I, qui nous ont dit c'est bien ce que vous faites pour les particuliers, est-ce que vous êtes capable de le faire pour les pros? Évidemment, on a un service B2B dédié, on vous envoie un commercial, donc j'ai mis un costume entre mes cours, et j'y suis allé. Et donc je me suis retrouvé face au directeur des achats Altran, enfin vraiment des mecs un peu solides. Je suis venu avec une presse, une grille de tarifs, bonjour monsieur, carte de visite, tout se passe nickel. Et puis ils me disent pas de souci, on va vous faire rentrer en compte chez nous. Nickel, tout le rendez-vous franchement top. On va vous faire rentrer en compte chez nous, donc il faut que vous nous envoyiez un cabis, des trucs un peu basiques. Et je me dis putain, je leur ai envoyé un cabis, donc ma société est immatriculée depuis 3 mois, on n'a pas de bilan, effectif 0, capital horrible, enfin juste... Ça puait la petite boîte, je me suis dit bon, vas-y, j'envoie. Et donc, et c'est passé, on n'a même pas eu un retour de mail, etc. Enfin, rien. Alors, je me suis dit en fait, juste tout est possible. Donc à partir de là, je me suis dit donc B2B, alright, donc on y va. J'ai commencé à démarcher tous les groupes possibles. Donc aujourd'hui, on a quand même 9 contrats exclusifs avec des boîtes du CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux, il y a une vraie, il y a une vraie ligne de budget qui est dépensée pour acheter des smartphones pour leur... Ils les achètent pas forcément, ils sont beaucoup encore en mobile subventionné avec les opérateurs, mais ils ont encore un achat de smartphones, donc ils les touchent, je sais pas, sur un iPhone 6, ils doivent les toucher 300 €, quelque chose comme ça, mais quand tu es capable de réparer leur écran pour 100, 150, ils font le poids, et puis ça a encore plus de sens quand on a 20 000 des téléphones. Donc, mais ils n'ont pas de garantie, eux? Alors c'est hors garantie la casse. En fait, quand tu casses ton téléphone, il n'y a pas de prise en charge en garantie par ton opérateur. Ah bon, moi je me le suis fait réparer sous garantie, moi. Donc tu as cassé ton téléphone et c'est passé gratuitement, etc. J'ai dû faire croire que c'est quelqu'un, je sais pas quoi, on m'avait dit de raconter une histoire. Mais à ce moment-là, tu fais jouer les assurances civiles, etc. Voilà, c'est quand même un peu complexe. D'accord. Mais en tout cas, à l'échelle d'une grande société, non, ça n'existe pas. Non.
Et donc on a commencé à démarcher des comptes pro, avril, mai, bon après tu as la période d'été, donc juillet, août, septembre, octobre, donc on avance, les chiffres d'affaires augmentent un peu, bon, un tout petit peu, on faisait je sais pas, 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, quoi. Ouais. Ça couvrait nos charges, ça couvrait tout, mais c'était pas mirobolant non plus, quoi. Ouais, perspective de développement, voilà. Donc moi j'avais pas de site internet. Quand j'ai ouvert la boutique, je me suis dit évidemment qu'il fallait que j'en crée un, mais ça a pris du temps. J'ai avancé avec une boîte une boîte de prod qui ont fait des trucs nuls, donc on l'avait pas mis en ligne. Enfin bon, donc voilà. Donc on a eu, donc en fait on a toujours avancé, on va dire retail, sans avoir de site internet. Septembre, octobre, j'ai un ami suisse aussi, Rich Kid, qui me dit super, est-ce que je peux pas investir? Franchement, je voyais l'embrouille, donc je lui ai dit non, mais en revanche, on peut faire un deal. C'est que tu montes la même boîte en Suisse, je t'accompagne et je te donne, et en échange, je te prête en licence ma marque et je te prends un pourcentage du CA. Ce qu'on a mis en place, donc on a ouvert Lausanne, qui a ouvert en janvier 2014. Et puis voilà, donc on a avancé progressivement comme ça. Donc j'ai ouvert Lausanne, et puis là je me suis dit en février, ok, donc bon, j'ai une boutique, elle marche. Je me dis il faut juste la reproduire, refaire exactement la même chose. Parce que si j'attends de provisionner du cash pour pouvoir en monter une autre, dans 20 ans j'aurai 4 boutiques, quoi. Aucun intérêt. Et donc je suis parti voir Jean. Je suis parti voir Jean. Jean qui est là-bas au fond avec son bébé. Ouais, tout à fait. Qui fait partie de The Family. Jean de la Roche-Brochard. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je lève des fonds. Donc j'appelle mes potes, notamment un ami commun, donc avec Jean, qui s'appelle Antoine Martin, qui monte des apps mobiles. Et il m'a dit, écoute, c'est pas mal ton truc. Pour lever des fonds, tu devrais aller voir un tel. Et puis donc il y avait Jean dans le lot. Je lui présente mon projet. Je crois qu'il a apprécié. Ça s'est bien passé. Et au final, il me dit, mec, le top du top, ce serait que tu lèves pas de fonds. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, en fait, mec, tu fais déjà du CA. Franchement, la plus belle réussite, d'abord, c'est pas un succès en soi de lever des fonds. C'est même ça peut être des ennuis même qui commencent, etc. Et le top du top, ce serait que tu arrives à scaler ton modèle et à avancer sans lever des fonds. Ok. Donc quand tu sais ça, tu te dis ok, mais bon, je me verse pas de salaire. J'ai 2000 euros qui sortent de la boutique à tout casser. Je les mets en com, ça transforme mal. Enfin, je sais pas comment je fais, quoi. Et donc j'ai avancé comme ça en essayant de trouver tout ce que j'avais à disposition pour pouvoir augmenter le CA. Donc là on est en décembre 2013, janvier 2014. Donc là j'ai terminé le premier semestre de ma 5e année. Et donc là depuis janvier et là, je suis dans le deuxième semestre, donc qui est censé être un semestre de stage. J'ai négocié avec mon école pour que je fasse mon stage dans ma boîte. Et donc j'étais full dispo pour le projet. Donc je commence à passer un petit peu de temps en boutique, je dynamise un peu le commerce, j'essaye de trouver des partenariats, j'avance sur le site web, on commence à avoir un truc potable. Même pas en fait, toi tu le trouvais même pas potable. Et donc j'ai un petit peu avancé comme ça. Et puis finalement, en avançant, on a trouvé notre modèle. Donc aujourd'hui, on vient chercher les flux. Donc on ouvre des points de vente dans les centres commerciaux, qui sont des zones de flux qui nous permettent de faire tout de suite du CA et de faire tout de suite de l'acquisition client grâce aux flux qu'on a dans les centres commerciaux. Donc juste, voilà, je fais le petit point entre janvier et aujourd'hui, donc septembre. Donc aujourd'hui, on est une boîte de 30 personnes, on a 25 CDI. On a ouvert 7 points de vente, on en a signé 4 de plus pour la fin de l'année. On fait un CA de 100, allez, on va clôturer septembre, moi je sais même pas en fait, si entre 140 et 150 000 euros par mois à peu près, sur le mois de septembre, et on estime en faire le double au mois de décembre. Loi du retail, en décembre ça marche beaucoup mieux, et en plus de ça on va doubler nos points de vente. Donc nous on a une démarche un petit peu inverse, c'est de se dire voilà, on a le retail, aujourd'hui ça fonctionne, on a notre modèle, on le scale,
en retail, mais c'est hyper compliqué le retail. Il faut aller négocier avec les foncières, il faut installer son point de vente, il faut recruter. Ah oui, l'horreur, le recrutement. Alors moi je suis le pire manager du monde, donc on s'est adossé aujourd'hui avec aujourd'hui un COO, donc qui est là depuis 2 mois, qui est l'ancien directeur d'exploitation de Surcouf, donc il est parti il y a 6 ans, donc avant que ça tombe. Il était directeur général adjoint de NetGem, et donc il est rentré pour justement s'occuper de tout l'opérationnel. Donc il s'occupe de tout le recrutement, de déployer les points de vente, il s'occupe de ça ressemble à la quoi logistique, un point de vente etc. Save My Smartphone en fait en gros? C'est un point de vente de 12 mètres carrés au milieu des allées. Tu l'achètes à qui, combien? Tu payes des loyers en fonction du centre commercial et en fonction du flux. C'est où tes centres à toi? Donc là on est à Créteil-Soleil, Belle-Épine, Val d'Europe, on a Métropole en Suisse, et puis après on a nos points de vente. Et comment tu les as Lausanne. choisis? Alors parce qu'aujourd'hui on a signé avec Clépierre, qui est une grosse foncière qui détient les centres commerciaux, et en gros tu payes 4 000 € hors taxe par mois de loyer. Mais c'était pas stratégique ces points-là pour toi? En fait aujourd'hui on vient juste chercher les flux. En fait nous, nos clients, c'est n'importe qui en fait, hein. Juste quelques métriques comme ça du marché. En 2013 c'est vendu en France 18 millions de smartphones, il y en a donc 45 millions en circulation. Je raconte n'importe quoi, si 45 millions de c'est exactement smartphones ça. en C'est exactement ça. Il y a circulation. 70 millions de lignes mobiles actives en France, donc il y a plus de lignes mobiles que d'habitants, Ouais. un taux de pénétration de 107%, et il y a 45 millions de smartphones en circulation. Alors nous on a pu traquer globalement quel était le pourcentage de casse avec les groupes. En gros ils ont 20 000 téléphones, ils savent exactement combien il s'en est cassé dans l'année. Ils s'en cassent environ 10 à 12% par an. Ouais. Donc par défaut, avec plus de 4 millions de smartphones à réparer par an, tu couples ça avec notre panier moyen qui est autour de 70 €, ça fait un marché en volume autour de 400 millions d'euros. Et alors c'est quoi le truc? Parce que les gens ils viennent, ils voient qu'il y a un truc pour Save My Smartphone, ils te déposent leur smartphone, et tu le répares en combien de temps? 20 minutes. Donc l'idée c'est que tu casses ton téléphone au bout de l'allée dans le centre commercial, tu arrives sur le point de vente, Save My Smartphone, on répare vos téléphones avec toute la PLV qui va bien, 20 minutes, 20 minutes. etc. Ouais. Ouais. Donc tu viens entre La la concurrence prise en elle est à charge 20 du mobile. minutes? La concurrence, ils sont en train de réduire les délais, elle est plutôt autour de 1 heure, 2 heures, ils font balader un petit peu, ils font attendre. En fait, ce qui se passe, c'est que nous en centre commercial, on est obligé de délivrer le service très rapidement, parce que les gens n'ont pas le temps d'attendre 2 heures dans le centre, ils n'ont pas envie de buller pendant 2 heures. Mais comment tu as innové toi? Comment tu as fait pour atteindre 20 minutes par rapport aux autres qui ont 1 heure? Alors d'abord, on ne les fait pas attendre pour rien. En fait, tu as beaucoup de boutiques qui te font attendre pendant 1 heure pour justifier le prix, par exemple. Tu vois, ouais. Genre, ouais, mais attendez, il y a 2 heures de main d'œuvre sur votre téléphone. Mais en fait, non. En fait, ça peut durer 20 minutes. Ensuite, des techniciens brillants qui font ça à la chaîne. Et puis, on a un système de prise en charge, d'encaissement, etc., qu'on a essayé de réduire au maximum. Donc, en fait, c'est 20 minutes entre le moment où tu te présentes au comptoir, on prend en charge ton téléphone, il est donné à un technicien, il est réparé et il est restitué, facturé. Voilà, c'est 20 minutes, à peu près. Tu as combien de gens que tu arrives à avoir en une journée? En moyenne, on fait aujourd'hui 120 à 150 réparations au jour. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, à l'heure où je vous parle, il y a, il y a un téléphone qui se répare toutes les 5 minutes. Je me suis amusé à calculer ça. Et ça, c'est le côté un peu cool de l'entrepreneuriat, c'est qu'au moment où ça commence à marcher... Et tu as combien de personnes sur le stand? 2 effectifs et demi, 2 effectifs et demi en tout. En moyenne, ils sont il est tout seul dans les périodes creuses, donc le matin, etc. Là, un samedi, ils sont 2 systématiquement par stand. Et le mercredi après-midi, ils sont 2. Enfin, il y a des plages horaires sur lesquelles c'est un peu renforcé. En gros, il nous faut 2 effectifs et demi par stand. Donc, Save My Smartphone, c'est une start-up, mais c'est absolument pas une application, c'est absolument pas un site web. Donc, justement, vu que aujourd'hui, on est quand même très retail, on est en train de changer un petit peu notre modèle pour avoir un développement encore un peu plus explosif et avoir un modèle plus scalable. Donc aujourd'hui, on offre 3 possibilités pour faire parvenir les téléphones des clients. On offre 3 possibilités à nos clients de faire parvenir leur téléphone. C'est mieux dans ce sens-là. Donc la première, c'est par courrier. Donc on a un service par courrier qui est fonctionnel partout en France. Donc n'importe qui peut aller sur le site, choisit son modèle, paye online. Et commande en fait un colis qui arrive chez soi, vous n'avez plus qu'à mettre votre téléphone dedans, vous le mettez dans une boîte aux lettres, on le reçoit, réparé en 24 heures, restitué. En gros ça prend 1 semaine avec les délais postaux, tout compris, ça prend 1 semaine en tout et pour tout. C'est surtout pour les gens qui ne vont pas avoir de solution proche de chez eux pour le faire plus vite que ça. Okay. En fait vous avez des gens finalement, ils sont capables de payer presque le double pour que ce soit fait tout de suite et pas se séparer pendant 1 semaine de leur téléphone.
Alice, je pense que je t'enlève ton téléphone, t'as non, juste c'est plus l'horreur. envie de bosser, quoi. Ah, c'est l'horreur. Surtout que moi je passais par le truc de garantie, c'est 15 jours, 3 semaines minimum et ils te filent une merde en remplaçant. Ouais, donc globalement on est quand même sur un marché où on a besoin de délivrer le service en express. L'immédiateté. Donc mais tu as quand même développé ce truc de colis. J'ai quand même développé ce truc de colis parce que tu as des gens qui n'ont pas d'autre solution proche de chez eux. Okay. Enfin, moi quand je regarde les adresses... Et ça correspond à combien de gens ton marché? Alors, aujourd'hui, alors je sais pas. C'est compliqué en fait. Okay. Parce que c'est compliqué parce qu'il faudrait recenser exactement toutes les boutiques de réparation qui existent en France, essayer de faire une zone de chalandise pour dire au-delà de cette zone-là, non, c'est compliqué. Okay. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que ça représente assez peu dans notre chiffre d'affaires. Ouais. Et au final, quand on regarde les adresses de nos clients, enfin là, par exemple, j'ai regardé ce matin là, justement, et alors on a reçu un téléphone de DIE, D-I-E, dans le 26. C'est une ville. C'est une ville. C'est ça nos clients. Voilà. D-I-E. Ouais. Okay. Donc DIE. C'est ça nos clients en fait. Nos clients par courrier, c'est des gens qui n'ont pas de solution proche de chez eux. Et le troisième, tu disais il y en a 3. Donc après c'est en point de vente évidemment. On leur propose de passer directement sur les points de vente. Et puis donc on a un troisième modèle qui est un modèle par coursier qui aujourd'hui est fonctionnel sur la région parisienne. En gros. Oui, c'est ça qui m'intéressait moi. Ouais, exactement. T'as une application du coup ou pas? Non, alors pas en application parce qu'on n'a pas aujourd'hui trouvé l'intérêt de monter une application dans la mesure où le business n'est pas récurrent. Il n'y a pas d'intérêt à retourner sur l'application. En revanche, on a le site qui est sur mobile où tu peux en fait à la fin donc tu fais une transaction, tu choisis un créneau horaire, tu as un coursier qui vient de choper ton mobile, te donner un mobile de remplacement pour les quelques heures où tu seras plus où tu l'auras plus. Et le coursier le renvoie dans notre atelier, enfin il arrive dans notre atelier de Boulogne-Billancourt, il est réparé en 1 heure et après il est restitué directement dans la journée. Ça coûte combien? Ça coûte pas plus. En fait, on a une grille de tarifs. Par exemple, tu vois sur un iPhone 5, je vois tu as un iPhone 5, si tu casses ton écran, c'est 99 €. Et c'est 99 € que tu passes par le courrier, que tu passes par le service par courrier, par coursier ou en point de vente. C'est exactement le même 99 tarif. 99 € quoi qu'il arrive. 99 € quoi qu'il arrive. Donc 99 €, tu mets une carte. T'as un coursier qui vient le matin, il te chope ton téléphone et il est restitué plus tard. Même si je suis sur le point de vente par exemple? Même si c'est sur le point de vente, ouais. Je crois que c'était 70 €. Pourquoi j'ai pensé à 70 €? iPhone 4S peut-être 4S, 70 Ah oui, d'accord. Et toi, tu as l'iPhone 6 et tu peux les réparer les iPhone 6 là? Alors, on peut le faire, mais pour l'instant, on le fait pas parce que le prix est très dissuasif. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de pièces. Alors, il y a un environnement un peu spécifique aussi sur les composants. En gros, nous, on utilise des pièces d'origine sur tous les environnements possibles, c'est-à-dire toutes les marques sauf Apple. Où Apple ne vendent pas de pièces détachées à d'autres des gens comme nous. Donc ce qu'on met, c'est des écrans qui sont compatibles, c'est des pièces compatibles. En aucun cas ce sont des copies puisqu'on ne reproduit pas de logo Apple, etc. C'est des pièces qui ont exactement les mêmes performances, la même couleur, tout ce que tu veux. Elles n'existent pas encore pour celui-là? Et pour les iPhone 6, ouais non, parce qu'en fait le temps que le mobile sorte, ils démontent l'écran, ils font leur R&D qui va bien pour pouvoir monter des pièces, des copies. Ça va prendre, je pense, un petit mois. D'accord. Donc aujourd'hui, les seules pièces qu'on a, c'est des pièces d'origine. Il y en a sur le marché, mais en gros, je sais pas, un écran d'iPhone 6, ça vaut 300 €. Donc si je te le montre, ça va te faire 360 €. 370 Et elle marche bien cette offre par coursier? Et l'offre par coursier, écoute, on l'a lancée semaine dernière. Donc, tu vois, c'est frais. Ah ouais. C'est frais. C'est assez encourageant. On a un taux de conversion qui est assez intéressant et là on est justement en train de tester toutes les acquisitions clients, tous les coûts d'acquisition pour pouvoir, avancer un petit peu notre modèle. Ça te coûte quand même bien plus cher. Comment ça? Si tu gardes ton même prix, plutôt que les mecs viennent à toi. Ouais, mais tu sais, t'as pas la présence des techniciens à payer sur les stands, tu payes pas ton loyer, t'as pas à payer les prud'hommes que tu peux avoir, t'as pas à payer les stands, t'as pas à payer le mobilier, t'as l'assurance du point de vente, t'as quand même beaucoup de frais liés à un point de vente et au final c'est encore plus rentable en fait un modèle web. C'est pour ça qu'on le fait gratuit au même prix en fait. Et donc après on peut voir un petit peu le modèle à long terme où on imagine un modèle de self-employment un petit peu à la Uber où là c'est ces gens qui nous coachent un petit peu là-dessus. C'est vrai que c'est assez choquant comme boîte Uber. Enfin, aujourd'hui ils recrutent tous les mois 50 000 nouveaux chauffeurs. Enfin, c'est un tiers du groupe Bouygues quoi. Tous les mois. Les mecs sont bons quand même. Je pense que ça c'est pas possible avec à Paris ou en France? Dans le monde. Ah, dans le monde. Ouais, c'est dans le monde. 50 000 nouveaux chauffeurs dans le monde. Et quand tu as une métrique comme ça, tu te dis que
si tu arrives à faire du self-employment sur ton modèle, bah, c'est ça qu'il faut faire, quoi, parce que bah, après, ça dépend si tu as envie que ta startup soit Uber demain. C'est mon cas. Et est-ce que toi, tu as l'envie de te lancer dans la formation d'étudiants, enfin de faire que les gens, comme n'importe qui, pourraient se mettre à réparer des smartphones? C'est exactement ça, ouais. L'idée, c'est que monsieur, par exemple, voit une pub sur Facebook. Alors, monsieur a envie de monter sa boîte, donc ce ne sera pas monsieur, mais en gros, il pourrait gagner jusqu'à, disons, 300 € par jour en réparant des téléphones à partir de chez lui. On lui donne le stock qu'il faut et en gros, il réparerait directement de chez lui. Et puis tu vois, tu peux scaler ton modèle comme ça à l'infini, quoi. On a une boîte à The Family qui s'appelle, je sais plus, c'est Répartout, c'est la jeune nana là. Ouais, et elle fait ça, mais pour de l'électroménager. D'accord. Et elle a la même stratégie que toi. Tu sais qu'au final, alors déjà, c'est vachement trendy, hein, le fait de réparer son appareil et pas de le remplacer systématiquement. Et puis, faut quand même se dire que ben, tu vois, un smartphone, ça vaut 500, 600, 700 € quand tu casses ton écran. Alors aujourd'hui, tu as 47% de la population française qui est en sans engagement, donc en plus qui est en mobile non subventionné. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes sec ton téléphone. Non, mais tu as compris que c'était le coût de l'immédiateté qui est aussi, fondamental, surtout. Exactement. Le modèle à Lausanne, c'est quoi? C'est une franchise? Ouais, c'est une franchise. En gros, ils utilisent notre marque, on leur a donné tous les facteurs clés de succès, on va dire. On leur a donné les pièces, on leur fournit en pièces détachées, donc on marge un petit peu sur les pièces détachées, et derrière ils nous reversent un pourcentage du CA, ouais, exactement. Les relations franchiseur-franchisé, je pense que c'est un modèle aussi qui est mort, objectivement. En l'occurrence, j'en parle beaucoup avec notre nouveau COO, qui est un mec qui a quand même un petit peu de bouteille, qui connaît quand même pas mal l'environnement de la franchise. Il t'explique que c'est juste l'horreur. Enfin, pourquoi? Parce que tu as le franchiseur qui a tout le temps l'impression de se faire avoir, et tu as le franchisé. Mais c'est vrai. Moi, je me mets à sa place, je me dis. C'est compliqué, c'est une relation qui est tout le temps conflictuelle, en fait. Ouais. Et alors, quand on a un, ça va. Quand on a 10. Ouais. Voilà, donc soit tu as. Non, franchement, je pense que c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est adapté à certains business. Mais à l'ancien monde? Pas forcément. Je pense par exemple à Sushi Shop, juste c'est un bête de modèle pour eux. Pourquoi? Parce que dans la restauration, d'abord ils apportent un flux incroyable lié à la marque, lié aussi d'Internet, il y a pas mal de choses. Ouais. Et puis alors va monter un Sushi Shop tout seul. Sauf ta franchise, ça ne coûte rien, ils ont leur modèle, tac tac tac, ça va vite. Mais dans la réparation, mais tu l'as dit, c'est vraiment la marque en fait, c'est ça, c'est que tu amènes une espèce de valeur. Exactement, ouais. Et la méthode, et en plus eux ils ont déjà du flux sur internet. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Ouais. Il a 42 ans. Il était déjà super jeune pour être un cadre dirigeant dans son environnement avant. Et en fait aujourd'hui il est clairement plus vieux. Ouais. Ça lui fait quoi? Il est assez à l'aise avec ça, je crois. Comment tu l'as trouvé? Alors, comment je l'ai trouvé? C'est un ami de mes parents, de base. On a commencé une petite opération avec lui. Donc, il a bossé chez Surcouf. Après, il bossait chez NetGem. Il était directeur général adjoint de NetGem. Un des trucs qu'il avait en gestion, c'était la marque B2C de NetGem, qui est Vidéo Future. Ah putain. Un truc un peu mort. Donc lui, quand il a commencé son job, il avait 400 franchisés, donc il connaît un petit peu ce qui se passe dans la franchise. Et en fait, il a fait du rachat de réseau. Donc aujourd'hui Vidéo Future, c'est 80 points de vente, tous mourants. Et ils cherchent des nouvelles façons de monétiser leurs points de vente. Donc on avait trouvé un truc assez smart avec lui. On avait fait un comptoir de réparation à l'intérieur du point de vente Vidéo Future. Alors ce qu'il y a d'exceptionnel avec Vidéo Future, c'est que quand tu prends un point de vente qui est là depuis 15 ans, en gros ils ont toute la ville en base. Ouais. Toute la ville. Parce que pendant 15 ans, il y a eu forcément, tout le monde est venu déjà louer un DVD dans le truc. Donc tu shootes un mail, ciao. Putain, mais c'est une super idée ça d'ailleurs. Ouais, c'était pas mal, ouais. Donc tu shootes un mail, tu dis venez dans votre boutique Vidéo Future, on répare les téléphones, ça cartonne tout de suite. Le seul problème, c'est qu'il a eu un petit peu des problèmes avec, un petit peu de problèmes avec sa direction, qui était pas très, il trouvait pas trop la synergie, finalement non plus. Et donc finalement, on n'a pas développé la boîte comme ça, on n'est pas allé très loin dans cette démarche-là. Et lui, 3 mois plus tard, il s'est fait virer. Comme tous les 4 dirigeants, tous les 5 ans, il bouge. Donc lui, il a bougé. Et donc, il est venu vers moi. Et il m'a dit, écoute, je crois que j'en ai marre des groupes. J'ai adoré
J'ai adoré la petite expérience qu'on a eue ensemble. J'ai adoré l'ambiance start-up. J'ai adoré ces jeunes, c'est frais, il y a tout à faire. J'adore construire, quoi. Et moi, ça me fait chier d'arriver dans des groupes bien établis, full de process, avec un CEO et des actionnaires emmerdards. Enfin, voilà. Donc, en gros, il est venu vers nous comme ça. Il est venu pendant 1 mois, donc il touche les acédiques dans ce merveilleux pays. Et il a le droit de les toucher et de bosser avec nous, légalement, sans avoir de rémunération. Ça tombe bien, j'ai pas de quoi le payer. Parce que c'est des gars qui valent cher. 150, donc, 200. Enfin, il a des participations. Ouais, donc du coup, je lui ai fait une valo basse. Il a mis un peu de sous dans la boîte. Et puis au final, il est aujourd'hui. Donc il a pris son poste depuis 2 mois très officiellement. Et on s'est bien réparti les rôles. Donc moi, je gérais tout l'opérationnel avant. J'y arrivais pas, objectivement. Je devais expliquer à des mecs de 40 ans qui ont 20 ans de commerce comment fallait faire, et ça passait jamais. Donc j'avais un turnover de malade. J'ai viré. Voilà. J'y arrivais pas. Objectivement, j'y arrivais pas. Je pense que c'est important aussi de connaître ses limites quand on fait de l'entrepreneuriat et de dire ça je sais faire, ça je sais pas faire. Et quand je sais pas faire, il y a toujours des solutions pour ça, se faire accompagner, etc. Et assez objectivement, moi, l'opérationnel, j'y arrive pas. C'est pas mon truc, moi. Moi, tout de suite, c'est mes potes, les techniciens, mais en fait, c'est pas mes potes. Ouais. Et puis voilà. T'arrives pas à manager? Non, j'y arrive pas trop. Surtout que c'est compliqué parce que tu vois, t'as plein de points de vente, c'est éparpillé. Les mecs, tu dois les former, tu dois leur expliquer, c'est complexe. En plus de ça, c'est des gens qui gagnent pas non plus énormément d'argent. On va dire que tu vois, un technicien gagne en moyenne 1006 net, ce qui est quand même déjà un très beau salaire pour le commerce aujourd'hui. Les mecs sont 35 heures, détente, pas de souci. Mais dans le commerce, en gros, c'est ça. Tous les vendeurs que tu vois dans les boutiques, ils sont entre 1004 et 1007, ça oscille à peu près. Donc nous, ils sont à 1006, autour de 1006. Et en gros, c'est des gens qui, donc, du coup, ils ont pas... c'est pas comme un cadre qui a un gros salaire, qui est confortable, il y a un turnover de toute façon assez important sur ces jobs. Et l'enjeu des mini-tâches, des gens qui font le job, qui sont n'importe qui. Ouais. L'avantage, c'est quand c'est n'importe qui, t'en as 10, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est plus sain aussi comme relation. Le mec, il n'est pas salarié. Le mec, il vient chercher. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas encore développé chez toi. Il a 6 mois. Non, aujourd'hui, c'est pas encore développé. C'est sur les 3 prochains mois. On va s'en occuper sur les 3 prochains mois. Mais c'est vachement plus sain aussi comme relation. Le mec, c'est un entrepreneur. Et là, tu t'attaques aux contraintes légales de ce truc-là? Et là, je suis en train de m'attaquer. Ouais, je suis en train de m'attaquer. Alors, tu sais que tu dois avoir toute une structure pour les accompagner dans leur démarche d'auto-entrepreneuriat. Nous, on va les former. Il faut qu'on leur donne du stock. Alors, il faut qu'on réfléchisse comment on fait. Parce que si je lui demande 5 000 € pour le stock, il va me dire bah non. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment on va ficeler la relation, mais moi je trouve ça plus. Le mec, s'il a envie de travailler 1 heure par jour ou s'il a envie de travailler 25 heures sur la journée, c'est pas possible. Et il le fait. Ouais. Donc en gros, moi je trouve ça assez sain comme relation, et il y a quand même beaucoup de boîtes qui prouvent aussi que c'est des beaux modèles en fait. Ouais. Uber, c'est génial. Bien sûr. Tu vois, tu te dis j'ai 2 mois, allez, je vais tester ça. Il te fait une location sur ta voiture, tu travailles, okay. C'est top. Est-ce que tu es tout seul? Non, en plus c'est une monarchie totale. On a refait les factures, les statuts. On a refait les statuts de la boîte. C'est une monarchie totale cette boîte. Non, je suis vraiment single founder. Ça a l'avantage d'avoir tout de suite un patron. Même si je ne le représente pas toujours, ça a l'avantage d'avoir tout de suite un flux de décisions. Je pense qu'il y a beaucoup de startups, moi j'ai aussi des amis autour de moi entrepreneurs, j'en ai beaucoup, et il y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'ont pas de flux décisionnel. Au moins, parfois je dis peut-être des conneries, mais en tout cas quand je dis qu'il faut faire ça, au moins on le fait. Et du coup ça permet d'aller plus vite, je pense. Ça permet d'aller plus vite. Après, en fait, quand tu as monté ta petite boutique, tu étais tout seul avec ton réparateur. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Donc tu as tout fait tout seul au départ. J'ai beaucoup avancé tout seul, ouais. Bon, après, on avance jamais tout seul, tu vois. T'as et le truc, c'est qu'il était, oui, mais c'est qu'il n'était pas, comment dire, t'étais pas dans un besoin de coder direct, de programmation. Non. Ça, c'est l'avantage, en fait, quand même, quand tu montes un business... physique. Ouais, physique, retail. Ce que tu vois, c'est que t'as pas énormément de barrières, finalement, à faire du business, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets un statut Facebook, je répare les téléphones, tu as déjà 3 gars qui t'appellent, quoi. Ouais, donc du coup, ça te permet tout de suite de faire du CA, ça te permet tout de suite de
Je pense que c'est... après, il n'y a pas de... Mais ça crée... Il n'y a pas de barrière, en fait. Il n'y a pas de grosse barrière sur mon domaine. Mais c'est comme Air Detox tout à l'heure. Air Detox, à un moment, avait réfléchi à prendre une boutique et avoir un point physique dans lequel on pouvait prendre, comme une agence de voyage, en fait. Par rapport aux différents modèles, ce que j'ai du mal à saisir, c'est tu parles de pour que ça soit pour pouvoir scaler, ainsi de suite, en sachant que tu prends justement des points de vente. Des points de vente, exactement. Et je me pose la question si vraiment ça c'est l'idéal pour le développement, en sachant que ce que tu disais en termes de chiffres, c'est exorbitant, c'est 14 000 € par mois, par exemple dans les centres commerciaux. En plus, on est plutôt autour de 30 sur les centres commerciaux. Ouais. Par mois ? Par mois, ouais. Hors charge. Hors charge, non, c'est de CA Non. Je parlais de loyer en coût. 4 000 €. J'ai cru comprendre 4 000 € hors taxe, ouais. Non, en fait, le modèle retail, les points de vente, ça, pour moi, il faut que ce soit des salariés, en fait. Hein. C'est compliqué avec le mec qui te dise ouais, moi, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas envie de bosser ce matin. Non, le retail, c'est un modèle. On développe notre retail sur un modèle assez conventionnel. Hein. Donc, on signe notre bail, on paye notre loyer, on ouvre notre point de vente, on recrute, on forme, et c'est des CDI. Terminé. Mais ça c'est compliqué à développer à échelle internationale, très vite, très fort. C'est compliqué. C'est compliqué. Et encore une fois, c'est génial de voir des startups qui ont beaucoup avancé dans leur démarche de scalabilité. Et quand tu vois des boîtes comme Uber, je les prends beaucoup en exemple en ce moment, mais quand tu vois des boîtes comme Uber, à partir du moment où tu as des trucs sur le papier qui paraissent plus compliqués, auto-entrepreneur, le mec bosse de chez lui, il faut lui filer un stock. Putain, mais mec, embauche un gars, c'est plus simple. Ouais, maintenant par contre, une fois que tu as mis ça en place, et que tu as bien testé ton site internet, tu as bien testé tes coûts d'acquisition, tu sais que tu fous 1000 balles dans AdWords, ça t'en rapporte 20 000, et que tout ton modèle est parfait, tu as un taux de conversion nickel sur ton site, et que des auto-entrepreneurs t'en trouvent comme ça, une fois que tu as mis tous ces petits trucs, tu arrives à des boîtes comme Uber qui en 4 ans valent 19 milliards de dollars, aujourd'hui lèvent 1,2, recrutent 50 000 personnes tous les mois. Le point de vente, ça permet de rencontrer tout de suite nos clients, de leur faire connaître tout de suite l'univers et de faire du cash. De faire du cash très vite avant de lancer ce modèle-là. Après, tu peux très bien imaginer un site internet avec... C'est le financement total, là, c'est la boîte dont il est en train de parler. Ouais, c'est qu'au final, tu vois, on va clôturer à 2 millions. On imagine, sans avoir levé. Sans avoir levé. Sans avoir même eu besoin de lever. Je traîne toujours ma patte sur les 50 000 balles de départ. Voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que le retail, ça peut être aussi en complément de... T'as lâché combien pour les 50 000 balles Alors, en fait, il s'est passé un truc génial. C'est qu'au moment où il m'a filé les 50 000 balles, il m'a dit « je suis en train de perdre la nationalité française ». Donc il a la double nationalité française et suisse, franco-suisse. En fait, son père, c'était le petit Peugeot qui s'était fait enlever, pour ceux qui éventuellement se rappellent de cette histoire. Non, ça te parle pas, ça te parle ? Et en fait, du coup, c'est une partie de la famille qui vit en Suisse. Donc ils ont tous la double nationalité, et pour des raisons fiscales, parfois, il peut être intéressant de perdre sa nationalité française, même quand tu t'appelles Peugeot. Et donc il m'a dit, je ne veux pas apparaître dans les statuts. Ok, on fait comment ? En gros, tu vas être mon prête-nom. Alright. Donc du coup, j'avais 100% du capital, il m'a filé le cash, et puis je lui ai fait un paplard de reconnaissance de dette marrant. Et puis tu vois, et puis il y a 6 mois, je lui ai dit Pépito, ça se passe pas mal ma boîte, est-ce que tu veux que je te rende ta thune ? Il m'a dit ouais, pourquoi pas, tu veux me rendre combien ? On s'est vu, on a bu un café, je lui ai dit tu m'as filé 50 en 1 an et demi, je te rends 80. Puis je lui ai rendu 80. Et il s'est passé un truc pas mal. Ça c'était pas mal. L'enfoiré. Beau gosse, non mais bien ouais. C'est-à-dire que plutôt que de filer, effectivement. Mais mets-toi à sa place. Genre juste. Non mais lui il est content, il sait pas ce que tu fais. Il a filé 50 000, c'était il y a 1 an, il récupère 80 000. Il capte rien au business, il est en féfé, il te filait 50 000 balles, c'est le prix de sa montre, il s'en balance. Ouais, il s'en fout. Ouais, ils s'en foutent. Et en plus, il a récupéré 30 000. Mais faut pas. Moi, j'entends beaucoup de gens critiquer les grandes familles, etc. Mais c'est des gens super parce qu'ils font avancer le business aussi. Une opportunité comme ça se passe qu'avec des gens qui sont milliardaires. Ouais.
Ah ouais, Arrêtez de dire les milliardaires, c'est ceux qui investissent le plus en France. Enfin, en tout cas, lui, il t'a permis de le faire, quoi. Ouais, et lui, à son échelle de gamin, il va ouais. le faire. Ouais. C'est cool. Ok. D'autres questions? Vas-y, ouais. 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 Donc en gros, tu as fait rentrer un mec qui était génial. Plus... Ouais. Bah, en gros, on faisait, au moment où il est rentré, donc il y a 3 mois, parce que du coup ça évolue assez vite, on a à peu près 30 points de croissance par mois en ce moment. Mais en gros, il y a 3 mois, on faisait, je sais pas, 80 à peu près de CA mensuel, et je lui ai fait une valo à 200. Il a mis exactement... À 200 000 ? Ouais. Ah oui, parce que dans le retail, les valorisations, du coup, c'est combien de fois les l'EBITDA? Bah, après, 4 fois, c'est ça? Est-ce que tu peux dire non? Ouais. Après, t'as les EBITDA sur une startup qui a 1 an. Ouais. Non, mais comment t'as fait ton calcul de valo? En gros, bah, je l'ai pas fait du coup, puisque j'ai fait une valo tellement basse que j'ai dit. On a surtout réfléchi en termes de pourcentage pour que moi je sois pas trop dilué. Et voilà. Donc c'était surtout ça le raisonnement. Le raisonnement, c'était de se dire à quel pourcentage toi tu rentres dans la boîte, tu te donnes, et c'était surtout ça le raisonnement. Et donc il a pris exactement 9% de la boîte. Et voilà. Il a mis combien? Et il a mis 30 000. Ok. Ouais, c'est plutôt vachement fair. Mais parce qu'il est rentré en même temps que d'autres gens en fait. Donc moi aujourd'hui j'ai 7 personnes au capital quand même, ouais. Dont The Family. Ouais. D'ailleurs, il faut que tu me signes le papier. Ouais, t'inquiète. Et en fait, alors moi j'ai un directeur technique, donc j'ai un CTO qui est un mec qui bosse dans la réparation depuis 10 ans, qui s'occupe de toute la formation des mecs. J'ai un mec qui s'occupe du B2B, qui est un commercial de folie. En fait, justement, le fait d'avoir beaucoup de capital, ça m'a permis d'intéresser vite des gars, de monter vite une bonne structure. Et juste dites-vous que juste le capital, on s'en fout, parce que donner 1 point, 5 points, même 10 points à un mec au niveau où à un moment où votre boîte vaut pas grand-chose, bah dites-vous juste que si ce mec-là, il fait que votre boîte vaudra plus tard, je sais pas, 100 millions, bah, de toute façon, vous aurez gagné dans l'histoire. Donc il faut pas trop être greedy. Radin. Exact. Ouais, faut pas être greedy sur le capital. Faut lâcher. Les gens seront contents, ils vous le rendront bien dans le taf, et du coup ils se donneront encore plus, et ça fera une entreprise encore plus successful. Enfin, moi c'est ce que je pense. Mais bon, merci Damien. Là on a vu, on peut l'applaudir. C'était vraiment un plaisir. Merci. On a vraiment eu des profils hyper différents en fait d'entrepreneurs, parce que toi, tu vois, pour le coup, tu as démarré hyper jeune, de manière assez cool, genre finalement presque je veux me trouver mon propre revenu, je veux être mon propre patron. Non mais là je fais le mec cool aussi, mais non, mais ce que je veux dire c'est que cool, t'avais pas l'ambition de changer le monde au démarrage. Ça c'est vrai. Et tu vois, Oussama dans les vidéos souvent vous dit vous devez faire le choix entre la gloire et le bonheur. Moi j'ai l'impression que toi tu as choisi un peu le bonheur au démarrage, et que là tu es en train petit à petit d'essayer de tenter le gros lot. Bah, ce qui est sûr, c'est que en avançant, ton ambition avance aussi. Bon, alors après, moi j'ai fait une école de commerce, etc. Donc on a quand même aussi la bonne culture de gagner de l'argent, machin. Je me suis dit, quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent? Je me suis dit, c'est quand même de monter une boîte. C'est quand même une motivation assez saine, faut le dire. Gagner de l'argent, en fait. Hein. En France, on n'aime pas trop ça, mais non, mais toi, tu l'as assumé. C'est assez sain, ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais mettre un cap. Faut que je gagne 1 million avant 30 ans. Voilà. Sachant que le Romain qui était juste avant, lui, sa motivation, c'est pas ça. Sa motivation, c'est réussir à provoquer aux autres gens le déclic qui lui, il a eu. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'étais pas non plus super en phase avec tous les points qu'il a donnés. Mais bien sûr. Comme mais par justement, exemple, dis-nous, beaucoup, aimer le business dans lequel on évolue, par exemple. Toi, tu t'en fous des smartphones? Bah non, moi j'aime bien les smartphones, mais moi ce que j'aime bien dans les smartphones, c'est pas les écrans cassés. Moi ce que j'aime bien, c'est l'utilisation du smartphone, j'aime bien l'objet, mais mon business il a rien à voir avec l'objet, avec son utilisation, avec le soft, etc. C'est juste de la réparation. Comment tu veux kiffer Non, mais toi ce que tu kiffes en revanche, c'est la stratégie et comment tu concrétises le service en fait. Grave, moi ce que je kiffe, c'est ben voilà. T'es presque plus un businessman dans ce sens-là. Ok. Alors, non, mais en tout cas, ce que je disais, c'est que j'avais commencé la phrase en disant juste que l'ambition vient aussi en avançant dans la boîte. C'est-à-dire que voilà, j'avais la première ambition quand je montais une boîte de me dire voilà, faut que je gagne un peu de sous. J'ai monté la boîte, je me suis dit vas-y, je vais devenir le meilleur réparateur dans le 16e.
Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas assez en fait. Donc on va dire dans Paris, et puis après on va dire, on va un peu au-delà. Et aujourd'hui, je parle d'Uber qui aujourd'hui embauche 50 000 personnes par mois. Je me dis que c'est un bon but, ça. Ça, c'est pas mal. Et t'as regardé Toc 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 tout à l'heure? T'étais là? Non, j'ai pas regardé Toc Toc Toc, mais j'ai pas mal discuté avec Serge, que je connais bien. Ouais. Après, ils sont bonnes. Ouais. C'est un mec top. Ouais. Mais voilà, en fait, l'ambition vient aussi, ça, on grandit, quand on monte une boîte, en plus quand on est jeune, etc., on peut pas se dire je vais monter une billion-dollar compagnie, c'est pas juste pas possible. Par contre, tu testes ton modèle, tu te dis putain, ça va loin, puis tu tires ta ficelle, tu tires, et puis tu te dis bah c'est énorme, ça peut être énorme. Bah tu te dis voilà, c'est ça mon but. Allez hop. Ouais. Voilà. Cool, merci en tout cas Damien.